Donc, nous allons vous présenter un exemple d'implémentation projet pour la société GEG que je représente aujourd'hui. Pour ma part, je suis responsable de l'équipe infrastructure IT. Thomas Ferraz, donc de la société Teamwork. Ça fait 6 ans que je fais partie de cette société. Je suis consultant principalement autour des sujets ITSM. On utilise nous-mêmes eTop pour gérer une centaine de clients pour notre centre de service et on l'utilise également pour la DSI. Et je participe aussi à l'implémentation, à l'intégration d'eTop, donc dans le cadre de projets avec des clients, donc où on utilise abondamment le designer présenté par Erwan. Bonjour, je suis Cyril Gollard, je suis aussi de la société Teamwork. Je suis responsable d'une équipe de chefs de projet. Et puis j'ai eu l'honneur d'être chef de projet sur ce projet d'intégration eTop pour GEG, dont on va vous parler aujourd'hui. Alors, quelques mots sur la société Teamwork. Aujourd'hui, c'est une société qui a été créée en 1999. Je suis plutôt issu de la technique, je ne suis pas un commercial, donc je vais passer ce slide assez vite. Aujourd'hui, c'est une société qui fait à peu près 1000 personnes, qui est plutôt worldwide. C'est une société de services en informatique, évidemment. On a débuté autour de l'expertise SAP. Aujourd'hui, on a été chercher des activités autour du consulting, autour des solutions SAP, de la data analytics et de la technologie plateforme. On intervient dans ce contexte-là aujourd'hui plutôt sur la partie technologie plateforme. Et puis, je t'en prie, merci, sur des technologies en particulier autour du cloud, autour de l'infogérance, de la transformation et des réseaux et de la sécurité. Nos métiers sont des métiers d'intégration, d'architecture, de pilotage, en ce qui me concerne en tout cas, de développement, de consulting et d'expertise. Voilà. Et dans ce contexte-là, eh bien, nous avons accompagné GEG sur la mise en place et l'intégration de cet outil eTop. Alors, un petit focus sur notre actualité autour d'eTop. Donc, il y a différents points, je ne vais pas tous les détailler ici. Mais en ce moment, on travaille sur une extension de CMDB, donc pour avoir un data model AWS, et à terme aussi d'y ajouter un collecteur. Donc voilà, puisque ça a été récemment, il y a le collecteur Azure qui a été mis en place, et effectivement, nous on avait une demande assez importante autour d'AWS. On a également une gestion des changements. On essaye de retravailler le modèle ITIL en l'adaptant davantage à des processus métiers, donc dans le cadre de projets. Et autre exemple aussi qu'on utilise de façon assez importante, la création de tickets à partir de la supervision, entre autres des outils Centréon et Datadog, donc qui créent directement des tickets dans eTop. Donc, je vais vous présenter rapidement la société GEG. Donc, c'est une société que vous ne connaissez pas forcément parce que c'est un acteur local grenoblois, bien que ses offres soient diffusées dans toute la France. Ça représente 450 salariés et 600 collaborateurs. On a des intérimaires, des prestataires externes qui vont occuper différentes missions. Et les 3 principaux métiers de l'entreprise sont la gestion des réseaux d'énergie, donc vraiment les tuyaux de gaz et d'amener les alimentations électriques dans les bâtiments, fournisseur d'énergie, donc c'est le revendeur commercial de l'énergie, et producteur d'énergie, c'est celui qui gère les centrales. Donc nous on gère ces 3 métiers-là, donc c'est des métiers qui ne sont pas de l'IT, mais on a comme support à ces métiers-là une équipe IT et maintenant un bon outil pour nous aider. Le contexte dans lequel ce projet est né a été la fusion de 2 départements. Historiquement, on avait 2 départements informatiques, entre guillemets, un département qui était plus tourné infrastructure et un département qui était plus tourné études, donc projet métier, avec un succès mitigé sur le fonctionnement et la bonne compréhension de ce fonctionnement par les utilisateurs. C'était un peu compliqué de savoir qu'est-ce qui devait s'adresser à qui. Surtout que ces 2 entités avaient 2 systèmes de support distincts. Donc on avait régulièrement des demandes qui arrivaient dans un système de support et qui étaient destinées à l'autre, ou alors des demandes qui auraient dû échanger entre les 2 systèmes de support, mais ça n'existait pas. Et j'ai déjà tout dit, voilà. Donc on avait deux outils différents, qui étaient un outil donc plus typé IT, qui était utilisé
par les équipes infrastructure, mais aussi par les équipes moyens généraux. Alors, n'en déplaise à Erwan, on ne gérait pas que les ampoules dans les systèmes dédiés aux moyens généraux. Donc il y avait aussi quand même pas mal d'autres choses et il y a pas mal aussi de projets qui sont gérés par les moyens généraux à ce sujet-là. Et donc, notre objectif était de les fusionner. Et donc, oui, Redmine pour les équipes support métier. Notre objectif a été de fusionner ces deux outils, d'en prendre un qui corresponde au modèle d'activité de ces deux mondes-là. Et donc, on a évalué les principaux candidats qui auraient pu répondre à ce besoin-là. Bon, j'imagine que vous imaginez la fin de l'histoire, vu que je suis là aujourd'hui. Donc, on a évalué les différents acteurs. On en a éliminé plusieurs pour des questions de business model, dont aussi Erwan a parlé plus tôt, donc j'en parlerai pas maintenant. Notre objectif donc, a été de fournir un outil qui répondait aux besoins d'intégrer les deux systèmes de support. Donc on avait vraiment ce besoin-là qui était quelque chose de très important, l'outil unique. On devait ensuite répondre bien évidemment aux attentes fonctionnelles, notamment à ceux qui n'étaient pas encore adressés par les systèmes existants, ou mal en tout cas pour les mouvements de personnel. Mouvements de personnel, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous maîtrisez, mais c'est assez complexe parce que ça va interagir avec beaucoup de services, ça va impliquer beaucoup de demandes de modifications en termes de gestion de droits et d'habilitation. Et bien sûr, on devait absolument assurer l'adhésion de nos utilisateurs, notamment nos utilisateurs clés, lors de cette bascule à l'outil. Parce qu'un outil, même s'il est bien, il faut quand même l'aider pour pouvoir être utilisé par les utilisateurs. Je vais peut-être accélérer un petit peu. Donc, en résumé, cet outil, ça a été un outil clé pour la fusion de nos deux départements. On devait absolument embarquer les directions métiers et travailler en mode itératif. Hop. Notre choix, donc, vous vous en doutez, il s'est tourné vers Combodo pour les raisons principales suivantes, qui étaient la couverture fonctionnelle. Ça répondait tout à fait à ce qu'on voulait et on pouvait le personnaliser. Ce qui n'était pas adressé en direct, on pouvait tout à fait le personnaliser finement avec la possibilité d'évoluer dans le temps sans perdre les customisations. L'ergonomie de la solution était en très net progrès par rapport à ce qu'on avait avant. On a eu un engagement de l'éditeur, parce qu'au moment où on a fait le choix, l'AV 3 n'était pas encore disponible, c'était une roadmap, mais on a bien eu l'engagement pour sa mise à disposition et on a effectivement ouvert le service directement en V3. On l'a ouvert en juin. Donc. Et par rapport aux autres, c'est un des éléments qui a été clé dans la décision, on dispose avec eTop d'une tarification prévisible. Et on ne va pas tarifer à l'utilisateur, ce qui peut exister dans d'autres business models, mais qui rend les choses un petit peu compliquées quand on ne sait pas exactement combien d'utilisateurs vont utiliser en mode fournisseur de services ou en mode simplement client. Vis-à-vis de Teamwork, on a apprécié la qualité de la réponse, le sérieux des profils qui nous ont été proposés, une réponse au cahier des charges qui était pertinente et des points qui étaient retravaillés par rapport à notre expression. Des experts techniques, dont nous en avons un exemple ici, qui était tout à fait pertinent, et une offre financière tout à fait adaptée. Donc je laisse la main à Thomas maintenant. Alors, à partir donc, du cahier des charges fourni par GEG, on a fait ressortir des éléments finalement assez classiques. Simplement, on les a regroupés de façon à pouvoir les traiter d'une façon séquentielle. Donc, je les lisse un petit peu. Il y a évidemment le catalogue de services qui est le cœur, avec des gestions de SLA et de OLA, une base de connaissances, un retour de satisfaction des utilisateurs, une mise en place de CMDB, de problèmes et des tableaux de bord à la fois pour le pilotage temps réel des équipes et un petit reporting mensuel. Alors là, on parle de contenu, évidemment. Tout ça, ça s'inscrit dans une gestion du changement qui a été évoquée juste avant, avec des enjeux autour du fait de faire adhérer les gens au changement, de s'approprier une solution et d'œuvrer peut-être autour des processus métiers, justement, pour profiter au mieux de la solution. Donc à travers ces enjeux-là, on s'est dit, il y a peut-être une réflexion à avoir autour de l'organisation du projet lui-même, au-delà du contenu. Donc c'est ce qu'on a évoqué ici. On a réfléchi autour du lotissement de ce qui a été livré. Donc les sujets, ils sont là, mais voir comment on va les livrer, comment ils vont être pris en compte par les utilisateurs, par des personnes clés chez le client,
voir comment aussi on distribue ça dans le temps sur la durée projet et puis sur le temps d'implication des gens, et voir aussi comment on gère le release management ou les distributions. Donc tout ça, ça nous a amené à avoir une approche et un appui méthodologique un petit peu particulier, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais à rechercher de l'optimisation dans le mode de fonctionnement. Donc on est parti sur un fonctionnement un peu hybride, une inspiration de cycle en V, je ne veux pas vous saouler avec ça, mais ni de l'agile, ni du cycle en V, quelque chose un petit peu au milieu de tout ça avec de l'itération. Et surtout un travail sur les recettes ciblées en fonction des lots dont on reparlera juste avant. Avant une recette plus globale de l'ensemble de la solution. Donc entre le point de départ et le point de l'arrivée, les choses assez classiques d'initialisation, de spécification, et puis ensuite des boucles itératives pour dire on va développer tel élément, tel lot, sur une itération, 2 itérations, 3 itérations, en fonction de est-ce que ça répond bien à ce qu'on veut, est-ce qu'il y a besoin de l'adapter, comment on se l'approprie, tous ensemble, collectivement, des recettes locales qui nous permettent de bien le valider avant une intégration globale. Tout ça nous amène à ce qu'on disait un petit peu entre les deux slides précédents, à structurer justement tout ce qu'on a délivré à travers des lots, donc des lots plutôt fonctionnels, qu'on a séquencés dans le temps. Thomas ? Oui, alors on a repris donc les éléments dont on avait parlé. Il y avait des activités qui provenaient d'EasyVista, des activités qui provenaient de Redmine, et un cœur d'ETOP qu'il fallait implémenter, donc il fallait mixer tout ça. C'est ce qu'on a essayé de faire dans des lots, avec des petits warnings aussi sur des sujets qui, par expérience, génèrent de la complexité. Donc on a fait d'abord une première phase de préparation design qui a été assez longue, puisqu'on a géré la gestion des droits, et notamment le silo qu'on a mis en place chez GEG, et qui a nécessité un travail important dans le designer. Effectivement, qu'a présenté Erwan précédemment. Ensuite, le cœur du contenu du projet, c'était le catalogue. Donc on a bien les 2 catalogues qu'on a récupérés depuis EasyVista. Un catalogue logiciel métier qui était issu de Redmine avec une complexité, puisqu'on a créé une nouvelle classe de tickets, les demandes métiers, spécialement pour adresser des types de champs qui étaient particuliers et liés à Redmine. Ensuite, on avait plus classiquement tous les mécanismes ETOP qu'il fallait implémenter derrière, donc les auto-affectations, notifications, approbations. C'était le cœur du catalogue. Ensuite, on a décliné en 3 phases des fonctions qu'on pouvait livrer et recetter dans les processus décrits par Cyril. Donc les tableaux de bord, la mise en place des SLA, la base de connaissances, ensuite reporting, synchronisation des utilisateurs avec l'AD, et puis après d'autres éléments complémentaires. Voilà, et donc pour chaque petite brique qu'on voit sur cet écran, eh bien, on a mis en place, on a utilisé le fonctionnement qu'on a décrit juste avant, à savoir par lot, avec des réalisations et des recettes, ce qui veut dire appropriation, ce qui veut dire adaptation potentiellement, pour être au plus près du besoin. Voilà, donc un petit focus sur des points spécifiques. Donc on a eu effectivement un questionnement autour de la mise en place de la V3. C'était un choix délibéré dès le début du projet, mais la version n'était pas livrée et toutes les extensions ne fonctionnaient pas. Donc du coup, on a eu une gestion de risque à mettre en œuvre ici pour savoir quand on allait faire la bascule. Et puis finalement, ça s'est fait assez vite avec un accompagnement fort de Combodo qui s'est engagé sur les livraisons des extensions et la correction des régressions qu'on avait pu constater sur la V3, puisqu'il y en avait au début dans les sorties initiales. Ensuite, on a utilisé les demandes globales pour mettre en œuvre les accueils collaborateurs, qui sont une problématique complexe, avec beaucoup de modèles de requêtes, donc des champs conditionnels en fonction d'un choix d'utilisateur, tel autre choix va apparaître, et ainsi en cascade. Donc, ce qui permet d'avoir un détail de saisie et une grande richesse au niveau des formulaires pour les utilisateurs. Le silo, on avait un besoin de sécurité. On ne devait pas voir les tickets quand on est en mode console. Donc pour ceux qui connaissent, on voit facilement un petit peu tous les tickets qui sont partagés.
Donc on a changé le paradigme d'ITOP qui est de créer les tickets dans l'organisation des demandeurs. On l'a créé dans l'organisation qui délivre le service. Donc ça nous a permis de faire des séparations et de les exposer via le portail. Et ensuite, on a eu une reprise de données à effectuer sur Redmine. Donc pour ça, on a utilisé l'API fournie par ITOP et on a développé un script donc, qui permettait aux utilisateurs en toute autonomie de créer des petits batchs pour importer des lots de tickets, donc avec des reprises complètes, contenu de tickets, observateurs, les pièces jointes, tous les journaux d'activité, et tout ça se recrée dans ITOP selon les besoins, et avec une log évidemment pour voir les problèmes de mapping. Donc du coup, une petite remarque à chaud sur, en l'occurrence, les demandes globales. Ça a été accueilli avec beaucoup de succès parce que nos utilisateurs particuliers, qui étaient en général les assistants de chaque département, devaient faire au moins une dizaine de demandes différentes pour accompagner ce process-là. Et grâce au formulaire qu'a décrit Thomas juste avant, c'est fait dans une seule demande, c'est plus rapide, il y a moins de risque d'oublier une des demandes. Et au niveau ergonomie, c'est un très net progrès, donc un vrai succès de cette partie-là. Alors on parle de projet, il est sans doute intéressant dans ce retour d'expérience de vous parler un petit peu des risques et puis des facteurs clés de succès tels que nous les avons identifiés. Donc autour des risques, le premier sujet sur lequel on a dû plancher un petit peu, c'est la disponibilité des acteurs, voilà, des acteurs projets, avec un peu de concurrence entre les activités projets et puis le run. Donc faire en sorte qu'on puisse avoir des gens qui sont impliqués en temps, parce qu'en énergie et en engagement, il n'y a aucun doute là-dessus, sur le projet. Ce changement de version, dont on a parlé aussi juste avant, donc je ne vais pas revenir dessus, mais c'est un changement qui est assez important et qui a eu un impact en termes d'organisation du projet, évidemment. Et puis la gestion du changement, qui a été évoquée aussi juste avant, sur la présentation avant, qu'il ne faut absolument pas négliger. Peut-être que c'est un peu du vocabulaire bateau, mais je voulais insister un petit peu dessus parce que c'est vraiment important, à travers notamment des choses sur lesquelles on s'est arrêté avec les sponsors chez GEG, à savoir éviter au maximum le spécifique pour des problématiques de charge de développement et puis pour des problématiques de maintenance par la suite. Améliorer ou profiter en fait de cet exercice-là pour améliorer les processus métiers, donc réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Vous connaissez tous la réticence au changement, hein, évidemment. Quand on a l'habitude de faire quelque chose, on continue un petit peu de la même façon. Là, on peut peut-être se poser, prendre un petit peu de recul et puis regarder ce qui se passe et se dire est-ce qu'on a moyen d'aller un petit peu plus loin et de profiter de tout ça. Et puis prendre en compte aussi la philosophie de l'outil pour pas subir mais profiter. Donc tout ça, c'est des risques qu'on a identifiés, qu'on a gérés collectivement, ensemble, et qui font que on a pu avancer plutôt sereinement. Plutôt bien, effectivement, malgré des problèmes de disponibilité. De notre côté, je te remercie de le rappeler. Donc les éléments sur lesquels a insisté Cyril, on les revoit ici. La co-responsabilité dans ce type de projet, c'est très important, parce qu'un intégrateur, il est là pour faire son boulot, mais il ne peut pas le faire tout seul. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut qu'on prenne en compte à l'intérieur de nos structures. On a essayé de le faire bien, on a essayé de s'adapter aux différents aléas, notamment de charge, effectivement, de calendrier. Mais bon, en organisant des phases de recettes plutôt bien, par contre, cette fois, je pense qu'on a été bien meilleur sur cette phase-là que sur la phase courant projet. On a permis de tenir les délais et tenir une qualité satisfaisante pour nos utilisateurs à l'ouverture du service. Les sponsors dont parlait Cyril, c'était très important. Nous, on a choisi comme sponsor, vu que c'était un changement qui forcément va impacter l'intégralité de l'entreprise, on a pu s'appuyer sur notre DRH, en fait, qui du coup nous a aidé à justifier, imposer le projet auprès de toutes les directions métiers, et ça s'est vraiment passé extrêmement bien parce qu'on avait le bon niveau de support. Donc il ne faut vraiment pas négliger le support. Et tout au fil de l'eau du projet, bien entendu, on a fait en sorte de le pratiquer et de le faire pratiquer en avance de phase aux différents interlocuteurs principaux côté métier. Donc je parlais des assistants des départements par exemple tout à l'heure. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a facilité l'adoption.
Alors, on va finir, il nous reste 1 minute, sur la conclusion autour de cette collaboration et autour de ce projet. Hein. Donc, d'un point de vue plutôt organisation projet, ensuite les perspectives vues par GEG, puis celles vues par Teamwork. Alors, côté projet, la toute première chose à dire, c'est que on considère que c'est un succès. Voilà. C'est peut-être moins à moi de le dire à toi, Laurent, et aux équipes avec lesquelles on a travaillé. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est en production, ça marche, les gens sont plutôt contents, et le projet s'est réalisé dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est vraiment super. Donc on insiste lourdement, mais je pense que c'est vraiment nécessaire sur ce fonctionnement vraiment collaboratif, avec des objectifs qui avaient été définis et puis qui ont été atteints, avec des aléas évidemment. Hein. Une gestion du projet sous contrôle. On a eu des soucis, on a eu des problèmes, on a eu des changements, mais on a géré tout ça et c'était plutôt bien. Les bilans de notre côté, donc j'en ai déjà parlé précédemment, mais on a eu vraiment un gain au niveau des utilisateurs, la productivité. Ces formulaires-là qui étaient très lourds à utiliser, qui étaient source d'erreurs, ont pu être totalement gérés dans le cadre des demandes globales et vraiment arriver à un niveau de performance et de productivité vraiment satisfaisant pour ceux qui subissaient l'ancien système. On a une solution qui correspond parfaitement à ce qu'on attendait, parce que le choix de la solution était manifestement le bon, mais on a aussi pris la bonne équipe avec, et on a des perspectives d'évolution pour le projet, notamment des départements qui nous ont contactés en nous disant « Ah, vous avez un outil qui est vachement bien, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi gérer cette partie-là de service que nous on gère dans notre petit classeur Excel? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser votre outil pour faire ça ?» Et ça, c'est quand même un vrai bonus, voilà. Un vrai bonus et quelque chose qui montre la réussite du projet, en tout cas. Exactement. Côté Teamwork, on est sur une mission cliente réussie. Notre objectif, c'est de faire que ça marche et que tout le monde soit content, évidemment. On est enrichi d'un nouveau projet qui utilise eTop, qui est un outil qu'on a choisi sur lequel travailler, évidemment. On continue d'améliorer notre expertise et puis on continue de travailler avec GEG. C'est signe que cette collaboration elle fut fructueuse. Voilà. On a terminé en tout cas pour ce petit retour d'expérience. Merci beaucoup et puis je crois qu'on a un petit peu de temps pour quelques questions-réponses. Merci. Bonjour. Moi, ma question, c'était, vous n'avez pas parlé du temps du projet. Combien de temps ça a duré ? Alors, malheureusement... En délai ou en charge ? Il est fini depuis quelques mois maintenant et j'ai pas ça en tête. On a dû commencer en septembre l'année dernière et puis terminer en juin, si j'ai bonne mémoire. En sachant que on n'est pas rentré dans le détail, on aurait pu vous dire beaucoup d'autres choses. Quand on a préparé les slides, on a imaginé plein de choses à vous dire. Il y avait plein de choses intéressantes. Mais tout n'était pas à dire. Dans les points d'organisation, en fait, on a défini des phases. Avec une première livraison qui a été faite en 2 sets, sur lequel on a eu un public plutôt restreint qui a pu s'approprier la solution, qui n'a pas été ouvert complètement, et sur la base de laquelle on a justement été installé ou configuré. Je laisse Thomas peut-être... Oui, on a fait l'upgrade en V3 et c'est vrai que ça a ralenti un petit peu le projet, effectivement, de prendre cette décision en cours. Mais sinon, globalement, oui, on dirait 9 mois, effectivement, à partir du moment où on a commencé le projet et où on a mis en production tous les modules attendus. Voilà, en sachant que derrière ça, il faut penser délai et charge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des interlocuteurs, aussi bien côté GEG que côté Teamwork, n'étaient pas disponibles à 100% sur le sujet. Et côté GEG, on avait des problématiques de collision en termes d'engagement projet et de run. Donc il a fallu prendre en charge. Voilà. Je confirme. J'ai une deuxième question. Avec plaisir. Et la volumétrie aussi, c'est dans le sens où vous aviez des demandes à la fois internes et des demandes métiers. Ça nous intéresse parce que nous, on a fait le même projet, on va dire, il y a 3 ans. Et aujourd'hui, on se dit qu'on va sans doute séparer en fait, les demandes internes et les demandes clients.
Donc, en termes de volumétrie, vous en aviez, je veux dire, déjà en termes de volumétrie globale, combien vous en avez? Et métier et IT. Alors pour en avoir discuté un petit peu à l'occasion d'une pause, on n'a pas du tout les mêmes éléments de volumétrie. Je saurais pas vous dire, on est sur quelques milliers, moins de 10 de tâches côté IT qui sont générées de manière annuelle, qui n'ont pas spécialement vocation à servir d'historique, donc c'est des choses qui seront purgées au fil du temps assez vite. Les demandes de support côté métier, par contre, elles, on rejoint plutôt votre cas d'usage, qui est que aussi bien les équipes support métier que les clients de ces supports métiers ont tendance à se rediriger vers ces fiches-là pour savoir comment avait été gérée telle ou telle problématique. Donc on a, nous, déjà une problématique, enfin on a déjà une opération qui est prévue, dont on n'a pas parlé là, qui est de migrer les contenus de Redmine vers eTop. Donc là, c'est le prochain défi que va relever Thomas. Mais on n'est pas du tout dans ces volumétries-là. Je pense que là, tout cumulé sur 8 ans d'historique de cet outil-là, on doit être à 2 ou 3 000 demandes dans les différents projets. Peut-être un peu plus, mais en tout cas, l'ordre d'idée, c'est ça. Donc, ce n'est pas du tout votre volume, malheureusement. Merci. Bonjour, Stéphane Mathieu du département de la Seine-Saint-Denis. J'ai une question plutôt pour Thomas. Je n'ai pas bien compris comment vous avez séparé les préoccupations projets, donc venant de Redmine, des préoccupations des Ivista ticketing. Parce que vous avez parlé de déplacer le contrat de service sur le plutôt contrat fournisseur pour que les prestations soient disponibles. Mais comment vous avez séparé? Je n'ai pas bien compris en fait. En fait, on a séparé, on a créé une autre classe de tickets. Donc on a la classe des demandes incidents, classiques, qui était utilisée par les moyens généraux et l'IT. Et on a créé une classe de tickets dérivée du ticket basique, c'était les demandes métiers, où on avait besoin de nouveaux champs qui étaient spécifiques à Redmine, et un cycle de vie un petit peu différent, avec des périodes d'observation dedans. Et les tickets Redmine sont importés uniquement dans cette nouvelle classe de tickets. Herbur Liazar de la société Scale Squad. J'avais une question par rapport aux deux anciens outils qui s'étaient utilisés. Donc si j'ai bien compris, l'ancien outil IT EasyVista, est-ce qu'il a été abandonné? Et deuxième question, Redmine, si j'ai bien compris le terme du deuxième outil ITSM, est-ce que lui aussi il a été abandonné? Et s'il n'a pas été abandonné, comment il interagit avec eTop aujourd'hui? Alors, EasyVista, il a été abandonné, oui. Et est-ce qu'il est encore accessible? Oui aussi, parce qu'on n'a notamment pas migré encore la CMDB. Ça va être fait prochainement. Pareil, c'est dans les objectifs de fin d'année. On va le fermer parce que de toute façon, il n'y a pas de raison de le garder en fait à terme. Donc à la fin de l'année, notre objectif, c'est de l'arrêter définitivement. Côté Redmine, là, il faudra faire la reprise de données. Et voilà. Après, on pourra l'arrêter, modulo la partie wiki qu'on n'a pas encore décidé comment on allait la migrer. Effectivement, mais il y aura une migration qui va être faite à l'automne des derniers tickets Redmine en utilisant le script via l'API. Et après, le but, c'est en fin d'année de fermer Redmine aussi. Donc le but, c'est bien de se séparer définitivement des deux outils. Mais il n'y avait pas, à part Redmine, EasyVista, il n'y a pas eu une reprise d'historique, c'était des tickets de consommation courantes, il n'y avait pas de capitalisation sur les contenus. J'étais intéressé de savoir si vous avez clôturé les tickets dans EasyVista et Redmine pour après démarrer, enfin, qu'est-ce que vous avez fait de l'encours? Alors, pour EasyVista... Ouais, je vais plutôt répondre du coup. Tous les tickets qui étaient en cours dans EasyVista, on a fini de les traiter dans EasyVista. Comme c'était des tickets effectivement de consommation, on a fini de les traiter comme ça. C'était quand même beaucoup plus simple, plutôt que de devoir gérer de la reprise de données. Côté Redmine, là par contre, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'on fait une reprise de données et voilà. Tout à fait. Forcément, c'est notre projet. Côté Redmine, il y a le script qui permet d'importer tous les tickets souhaités par tracker, puisque c'est le fonctionnement de Redmine. Et donc il y a à la fois tous les tickets ouverts qui vont être importés et du coup clôturés dans Redmine, et c'est un certain nombre de tickets historiques qui avaient une valeur ajoutée, qui seront importés aussi. Mais là, les utilisateurs, ils ont complètement la main. Ils utilisent le script d'import et ça recrée complètement le ticket de l'autre côté. Donc du coup, ils sont autonomes.
Bonjour, Fabien de Prosol. J'avais une question pour l'un de vous trois en fait. Précisément, donc j'ai compris que finalement il n'y avait pas sur la solution de ticketing, il n'y avait pas de reprise de données en cours. En fait, on terminait ce qui était en cours sur EasyVista et on produisait les nouveaux sur iTop. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait une base de connaissances à migrer également dans la partie EasyVista vers Non. iTop? Non, il n'y en avait pas. Ok, ça marche. Merci. Une dernière question avant d'aller déjeuner. Cyril Mocro, bonjour Airbus. Question sur la technique, du coup plutôt pour toi Thomas. Les profils qui ont travaillé dans la partie technique, est-ce que vous étiez, en termes de nombre, est-ce que tu étais tout seul? Est-ce que vous étiez plusieurs? Et est-ce que vous êtes répartis entre Redmine, EasyVista? Les compétences étaient peut-être différentes. Comment vous avez organisé un petit peu les profils? Donc chez Teamwork, on est deux, on a des personnes qui interviennent dans la TMA, qui font plus du fonctionnel, des choses assez basiques et plutôt à l'interne d'ITOP. Et on est deux vraiment consultants seniors qui utilisons beaucoup le designer. Et on s'est réparti effectivement la charge entre tous les deux, mais on discute beaucoup ensemble et on travaille ensemble. C'est une répartition, mais on est quasiment capable de faire l'un et l'autre le travail. Si ce n'est que moi, je me suis occupé de la partie du script Redmine, effectivement, qui a pris un peu de temps pour écrire ce script en PHP, pour faire toute cette reprise de données avec le mapping à l'intérieur, donc qui était défini au cas par cas avec les contenus.